parler, là, après l'aspect mémoriel de Joël, d'un sujet qui est un petit peu un sujet méthodologique, qu'on n'aborde pas facilement quand on s'intéresse à la période, et pourtant qui est un sujet fondamental. Mon intervention s'appelle « La place contrastée du témoignage dans la culture de l'histoire de la résistance en Charente-Limousin ». Et j'insiste déjà sur le mot « contrasté ». Je vais essayer effectivement de vous montrer que ce témoignage qu'on prend, pour parler simple, pour l'histoire, depuis quelques décennies, en fait, n'a rien à voir avec l'écriture de l'histoire. Je vais essayer de vous montrer comment justement ce témoignage, qu'on a amalgamé avec l'histoire, reste avant tout une des matières les plus fragiles qu'on ait nous à travailler en tant qu'historiens. Lorsqu'on étudie une période de l'histoire récente, on a l'impression effectivement que ces témoignages prennent une place très très importante dans l'approche historique, aussi bien d'ailleurs chez les spécialistes que chez le grand public. La parole ou les écrits d'une personne qui a vécu la période sonnent à nos oreilles toujours plus vrais. Cependant, les témoignages, aussi riches soient-ils, ne sont pas l'écriture de l'histoire. Alors, je vous donne ces quelques propos liminaires pour me faire un petit peu provocateur, de manière volontaire, pour que effectivement vous puissiez me suivre dans mon approche un petit peu méthodologique, dans une première partie, et puis ensuite, vous verrez, je vous montrerai plusieurs exemples qui vous amèneront doucement à penser que utiliser des témoignages pour écrire l'histoire, c'est quelque chose de compliqué et que ce n'est pas à la portée de tous. Voilà. Donc dans mon développement, j'insisterai sur la méthode, avant tout, avec laquelle ces témoignages doivent être traités par les historiens, afin qu'ils puissent nous apporter une aide à la compréhension globale d'une période. On aura besoin de définir ensemble, simplement, dans un premier temps, ce qu'est véritablement un historien, et surtout d'éclaircir, donc vous l'avez compris, la méthodologie qu'il révèle. Cette méthodologie, c'est vraiment un aspect très très important donc, de notre science humaine, vous allez voir. Ensuite, on verra comment est-ce que les historiens utilisent ces témoignages pour enrichir leur connaissance, bien sûr. Et puis aussi, on terminera, j'essaierai de vous montrer comment est-ce que leur mauvaise utilisation peut faire naître des contresens historiques. Tout cela, bien sûr, j'essaierai d'illustrer, comme je vous l'ai dit, avec des exemples qui sont tirés de nos recherches sur la Charente-Limousin, mais aussi j'essaierai d'élargir un petit peu au contexte national pour reprendre en fait des exemples qui sont, à mon avis, dans toutes les têtes. Voilà. Simplement, je voudrais vous rappeler que le but, l'objectif de ces prises de parole devant le public, de deux historiens, c'est véritablement de vous montrer que, effectivement, on a, nous, une volonté didactique. On veut sensibiliser le grand public à la science historique. Et pour nous, cette science historique, c'est la seule capable de nous faire passer du temps des histoires à l'histoire du temps passé. Et je voudrais bien que cette petite formulation, que j'avais effectivement écrite il y a quelques années, résonne dans vos têtes, puisque tout le développement qui va suivre va vraiment en fait être articulé autour de cette formulation, passer du temps des histoires à l'histoire du temps passé. Et vous voyez que le mot histoire, dans la deuxième partie de ma formulation, a un H majuscule. Hop. Je reviens en arrière. Alors, dans un premier temps, donc, on va se poser la question, comment est-ce qu'un historien en fait, peut se définir? Et comment est-ce qu'il est appréhendé d'habitude par le grand public? Puisque c'est un mot qu'on entend très souvent. Donc le témoin qui est acteur d'une période, lui, dans sa restitution des événements, quand il en discute, n'a aucune obligation de prouver les faits. C'est complètement différent pour l'historien. Dans l'imaginaire collectif, un historien est souvent confondu avec un passionné d'histoire, comme s'il suffisait d'écrire un article ou un ouvrage sur une période historique pour être un historien. C'est vraiment une croyance populaire qui est ancrée dans nos têtes. Bien sûr, cette croyance populaire, je vais vous montrer qu'elle est battue en brèche. Alors pourquoi? Pourquoi un passionné d'histoire n'est pas un historien? Un historien, c'est un chercheur qui analyse des sources pour contribuer à écrire l'histoire d'une période. Écrire l'histoire d'une période, c'est établir une chronologie d'événements, ça bien sûr, mais c'est surtout dresser entre ces événements une relation de causalité authentique. Il comprend les faits, il analyse ses causes et jauge les conséquences des événements dans un processus d'enrichissement mutuel. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas historien tout seul. On est historien parce qu'on travaille un sujet avec d'autres historiens.
Ainsi, une fois qu'il a élaboré ses travaux, il les propose à ceux qui ont travaillé la même période que lui, pour aller chercher une validation. Donc vous voyez, on n'est pas historien tout seul, et on ne peut pas asséner une vérité. La méthodologie, donc, à la base de ce travail, est celle que tout historien devrait bien évidemment suivre à la lettre pour être qualifié comme tel. On ne peut pas s'auto-proclamer historien. On l'est parce qu'on est reconnu comme tel par ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les spécialistes de la période. Ceux qui ont travaillé sérieusement, méthodiquement, objectivement à la compréhension d'une période. Donc vous voyez, passionné d'histoire et historien, c'est pas la même chose. Mais alors, quelle méthode si particulière utilise donc l'historien? Cette méthode d'analyse donc historique, elle est fondée tout d'abord sur la critique objective de différentes sources d'informations. Ça, Joël l'a rappelé tout à l'heure. La première source d'information, c'est la bibliographie, qui regroupe tous les travaux qui ont déjà été réalisés sur la période. Ensuite, on a les archives publiques ou privées qui sont à disposition, et puis les entretiens, bien sûr, que nous pouvons mener avec des témoins directs ou indirects. On y reviendra. En clair, l'historien, il doit dans un premier temps rechercher et lire tout ce qui a été publié sur la période, de manière exhaustive. Il doit critiquer ces articles, ces ouvrages, pour pouvoir les utiliser. Ensuite, il nourrit sa réflexion, et bien évidemment, il la nourrit en ayant analysé les travaux des spécialistes de la période. Il synthétise de la sorte un premier niveau de connaissance partagé, duquel il va faire partir ses recherches. Ça évite, effectivement, comme nombre d'historiens, d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. La vérité historique, elle émerge de la confrontation, de la contextualisation et de la hiérarchisation des informations. C'est-à-dire, on confronte avec ses pairs, on contextualise, on connaît la période, et on hiérarchise, du plus important au moins important. La part donnée au témoignage, et dont je viens au sujet de mon intervention, permet en aucun cas de supplanter les autres sources, tant la mémoire est une chose faillible, comme nous allons le voir. Avec l'ultime étape de son travail, c'est-à-dire la publication, l'historien offre à ses collègues, spécialistes de la période, la possibilité d'entrer dans une phase de contradiction. Il dévoile sa méthode et ses sources. Cette étape peut déboucher sur l'affirmation de ses travaux, ou le cas échéant, sur l'infirmation des interprétations proposées. La méthode et les sources sont validées et entraînent la validation des interprétations ou pas. En fonction des travaux qu'il a analysés, des documents qu'il a recueillis et des témoignages éventuels, l'historien de la période 40-44 propose ses interprétations des faits. Ces nouvelles façons de voir les choses n'ont de valeur qu'une fois que les spécialistes de la période ont critiqué, amendé, confirmé la validité des travaux. C'est comme cela que progressent toutes les sciences humaines, l'histoire, pas autrement. Au total, vous l'avez compris, c'est bien grâce à sa méthodologie et à la confrontation des thèses que les historiens se différencient intrinsèquement des journalistes, des romanciers du passé ou des tenants de l'Uchronie. Vous l'avez compris, un témoignage ne peut être ni à l'origine de l'histoire, ni remettre en cause à lui seul des années de recherche historique sur une période. Ceux qui, depuis presque 75 ans, compilent des témoignages dans leurs ouvrages sans analyse historique peuvent tenter de nous en convaincre, mais ne soyons pas naïfs, l'histoire est bien ailleurs. Mais alors, comment doit-on traiter le témoignage des périodes ayant vécu cette période particulière? Comment est-ce que l'historien va travailler sur cette matière très fragile? Il ne faut absolument pas lui jeter l'anathème, le témoignage, il ne peut pas être porté au nu, mais c'est une source de connaissances, effectivement, sur la période et qui est utilisée par les historiens. Le témoignage oral ou écrit est bien une matière donc utilisée par les historiens, mais des préoccupations doivent être engagées pour qu'ils puissent apporter ce que j'appelle des apports cognitifs, c'est-à-dire apporter des connaissances. L'utilité du témoignage, donc pour la période récente, 40-44, est intimement liée à la manière dont on a de l'appréhender. Ça, vous l'avez compris. Il permet la plupart du temps
d'avoir une approche sensible, c'est-à-dire de comprendre le vécu par rapport à un événement ancré dans une époque, d'une personne. Bien sûr, aujourd'hui, les plus célèbres, même si le mot est mal choisi, sont ceux des rescapés de la Shoah, qu'a évoqué Joël tout à l'heure, comme Primo Levi ou Charlotte Delbo, qui ont fourni des témoignages les plus caractéristiques. Ainsi, le témoignage écrit à la disposition de l'historien est un peu particulier. Il est souvent très riche en informations subjectives qui permettent de saisir un point de vue de l'auteur. Le chercheur l'utilise, bien sûr, avec une critique, comme toute publication, pour en tirer des informations. Quand il est écrit pendant ou juste après la période, les détails n'ont pas encore été pervertis par le temps, comme je vais vous le montrer. Sa valeur, elle croît alors avec l'immédiateté de sa rédaction. Un témoignage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, écrit à chaud, est une matière plus riche pour un historien qu'un récit écrit des décennies après la période. Un exemple, décidément, un exemple local, Jacques Grésillier, qui est médecin de Rochechouart, est arrêté par le maquis Bernard le 20 juillet 1944. Il est emprisonné à Prayssac, au château de Prayssac, donc QG du maquis Bernard, jusqu'au 31 juillet 1944. 10 jours après sa libération, il écrit un témoignage. Donc vous avez l'image sur l'écran. Prisonnier du maquis. Sur les raisons qui ont poussé à son arrestation et les conditions de détention dans ce maquis de Prayssac. Ce récit, brut, est fondamental pour les historiens. Il permet de comprendre le contexte des arrestations et des exécutions à la libération de la Charente. La chronologie des événements est respectée dans son témoignage et la position de l'auteur est connue. C'est un ancien prisonnier qui parle. Ce témoignage, écrit, reste un des plus riches d'enseignements sur l'ambiance régnant pendant quelques semaines au château de Prayssac, quartier général des FTP. Je dis bien quelques semaines, puisqu'on a l'habitude de parler de ce château de Prayssac, mais en fait, les FTP, il reste quelques semaines seulement. De la même manière, un témoignage qui est peut-être un petit peu moins connu dans le confronté, Jean Vergniaud, membre du maquis FTP du sud-est de la Haute-Vienne, écrit, dans les mois qui suivent sa démobilisation, sur un vulgaire cahier d'écolier, le récit de son engagement pour la libération de son territoire. Il laisse libre cours à ses interprétations sur la période, qu'il vient de vivre sans concession ni bonne conscience. Son récit est brut. Mais ses premiers mots, écrits à la plume, donnent véritablement le ton de son récit. Je cite : « Attention, ceci n'est pas un roman, mais la vérité sur mes souvenirs dans un maquis FTPF. Comme une précaution qu'il nous donne, il parle bien de ses souvenirs, et non pas des événements. Il a une approche sensible, sans peut-être le savoir, comme M. Jourdain faisait de l'approche sans savoir, mais elle est assumée. Néanmoins, le témoignage, aussi sincère soit-il, peut comporter des informations fausses, erronées, et ceci sans que la bonne foi de la personne interrogée ne soit mise en cause. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Pour plusieurs raisons. La première, la plus simple et la plus fondamentale, c'est que ce récit est unilatéral, c'est-à-dire qu'il est propre à chaque témoin, qui ne voit qu'une partie de l'événement qui se déroule sous ses yeux. Il reste marqué le plus souvent par certains détails que lui dicte sa propre sensibilité, son parti pris dans le déroulé de l'événement. Toute petite anecdote, récemment, vous avez une publication de Ginette Kolinka de mai 2019 qui a compilé ses souvenirs de la période qu'elle passe à Auschwitz-Birkenau et qu'elle a intitulé d'ailleurs un retour à Birkenau. Et elle y évoque effectivement dans ce petit ouvrage un souvenir qu'elle a en commun, vous allez comprendre pourquoi, avec Simone Veil. Et elle explique, elle y évoque cet épisode, le jour où Simone Veil, en fait, dans le camp, lui donne une robe pour remplacer ses haillons. Ce vêtement, dit-elle, lui a très certainement sauvé la vie. Mais confrontée à l'altérité de ses souvenirs, quand on interroge Simone Veil, elle dit qu'elle ne s'en souvient pas. C'est-à-dire que vous avez le même événement qui, pour la première, est capital, cette robe lui a sauvé la vie, et pour l'autre, complètement anodin. Si anodin que sa mémoire l'a nettoyé de ses souvenirs. Elle ne s'en souvient pas. Donc vous voyez que, quand je dis que le témoignage sur un événement, c'est avant tout
une accroche sensible. Hein. Vous avez cette petite anecdote que j'ai entendue encore il n'y a pas si longtemps, qui montre vraiment la sensibilité, l'hypersensibilité de ces témoignages. Donc on va essayer de voir effectivement que la mémoire, elle rentre dans un processus classique de souvenirs qui sont reconstruits. Et ça, on l'oublie trop souvent. Cette reconstruction, elle est a posteriori, elle vient après. Cette reconstruction, elle est liée, chez nous tous, à notre vécu, à notre passé, à notre psychologie, à notre posture de témoin, mais aussi, vous verrez, à des choses absolument glorieuses, comme la recherche effrénée de la reconnaissance. Le témoin n'en reste pas moins qu'un humain qui peut se tromper, oublier, confondre, et qui n'a plus fréquemment qu'une vision parcellaire de l'événement. Il n'en voit qu'un bout. Décidément. Alors, vous allez peut-être être intégré par les images que vous avez donc à l'écran. On va se demander pourquoi le témoignage est-il si souvent ce que j'appelle l'ombre fantasmagorique de la vérité historique. De manière très simple, intéressons-nous aux erreurs involontaires, dans un premier temps, qui peuvent se glisser dans les témoignages directs recueillis sur la période par les historiens. De manière très simple, la mémoire humaine est animée par différents phénomènes complexes. Elle est de fait fragmentaire et sélective. Elle est compartimentée et elle choisit. Elle efface certains souvenirs pour en confronter d'autres, dans chacun d'entre nous, pas simplement les témoins de la dernière période, Seconde Guerre mondiale. Les souvenirs sur lesquels se basent les témoignages sont donc en reconstruction perpétuelle, au cours du temps. Il m'est arrivé, souvent, de confronter les lieux décrits par mon interlocuteur, quand je recueille des témoignages, et une photographie de l'époque. Rapidement, je me rends compte que la description et l'image n'ont pas la même constitution. Certains détails de la photographie ont marqué le témoin à l'époque. Ils prennent aujourd'hui toute la place dans la structuration mémorielle qu'il se fait des lieux. Le décor a été remodelé dans la mémoire du témoin et ne correspond plus à la réalité. Ces adaptations mémorielles, elles se font en nous, naturellement, en fonction des connaissances que nous engrangeons après l'événement vécu et des stéréotypes mentaux et sociétaux. Je vais vous décrire une petite expérience simple, souvent répétée avec mes étudiants, pour vous permettre de matérialiser ce que je viens de vous dire. Au début d'une séance de 2 heures de cours, je leur projette une image que je leur demande de mémoriser. C'est l'image que vous avez sur la gauche. Vous voyez que cette image n'a rien à voir avec la période qui nous concerne ce soir. Donc cette image, elle représente un homme coiffé d'un béret, il porte une moustache, il a une bouteille de vin à la main et une baguette. La séance des 2 heures de cours se déroule et à la fin de la séance, je leur demande de me décrire par écrit, grâce à leurs souvenirs de la photo qu'ils ont vue, les éléments présents sur l'image. Entre la vision de l'image et la description par écrit, il ne s'est passé que 2 heures. Il me décrit l'image en ajoutant, la plupart du temps, des éléments qui ne figurent pas, comme un camembert ou un journal. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous intégré, comme nous le faisons, que l'image représentait la caricature du français vu de l'étranger. Ils ont alors décrit l'idée qu'ils s'en font et non pas l'image qu'ils ont vue. Leur mémoire, par facilité de gestion, de stockage, et par facilité contextuelle, a mis en magasin la caricature du français et non pas la somme des éléments qu'ils avaient vus. Pour reprendre un petit peu le fil de notre période, combien de personnes m'ont décrit, et là, c'est la deuxième image de la photographie, des SS de leur jeunesse, qui étaient en tenue d'apparat noir. Celles non pas qu'ils avaient vues à la période, celles qu'ils ont vues dans la filmographie d'après-guerre, comme dans La Grande Vadrouille de Zuraroi, dont vous avez une image là, qui est sortie en 1966. En fait, ce qu'ils me racontent, c'est pas leurs souvenirs de l'époque, c'est la reconstruction de leurs souvenirs liée à ce qu'ils savent depuis. Donc vous voyez que c'est deux choses
qui sont complètement indépendantes de la volonté du témoin de berner son interlocuteur, mais qui sont des reconstructions, qui sont pour nous des dangers quand on veut effectivement utiliser les témoignages. Alors, deuxième chose, qui effectivement permet au témoignage de pouvoir effectivement être une matière très fragile, et quand on veut l'utiliser, de prendre énormément de précautions, c'est parce qu'un traumatisme personnel qu'on a vécu pendant cette période peut provoquer une reconstruction de souvenirs. Et là, deuxième exemple, qu'a évoqué Joël tout à l'heure, c'est un exemple qui concerne donc l'histoire de Jean Grenier, maire de Montrelais, de 1935 à 1944, résistant, mort sur le chemin de la déportation en Poitiers, le 12 juin 1944, donc abattu par les soldats de la Wehrmacht. Dans ce cadre, dans ses recherches, je rencontre un de ses fils, âgé alors de 85 ans. Il accepte, pour la première fois, d'évoquer cette histoire-là avec quelqu'un. Il me raconte donc son enfance à Aubusson, avec son père, qui était fonctionnaire à la sous-préfecture d'Aubusson pendant la guerre. Et puis, il évoque, après 2 ou 3 entretiens, l'arrestation de son père, à laquelle il a assisté quand il était adolescent. Au fur et à mesure de son récit, je me rends compte qu'il me donne des informations qui sont fausses, alors que son témoignage est des plus poignants. Il a assisté à la scène. Il me parle de la foule devant sa maison, des soldats allemands, du monde, des cris, du visage de son père. Pourtant, l'arrestation de son père a eu lieu le 23 mars 1944 à Aubusson, entre minuit et 1h du matin. À cette heure-là, couvre-feu. Personne dans la maison. Progressivement, je comprends que mon interlocuteur a mêlé ses souvenirs. 2 événements tragiques auxquels il a assisté se sont mêlés dans sa mémoire. Je l'amène, tranquillement, à réévoquer ses souvenirs. Et puis, avec beaucoup de précautions, je lui montre un procès verbal des autorités allemandes qui mentionne qu'effectivement, ce soir-là, entre minuit et 1h, il n'y avait strictement personne, si ce n'est la police allemande qui est venue arrêter son père. Il m'avoue, avec une grandeur d'âme assez mouvante, qu'il a toujours su que ce récit n'était pas le bon, mais qu'il s'est raconté toute sa vie. Toute sa vie, ce récit l'a accompagné. La douleur, le tabou familial, l'histoire de son père, sont autant de raisons qui ont poussé à la reconstruction de ce récit, pour éviter ce que le psychologue appelle la dissonance cognitive. En fait, il a mélangé 2 événements auxquels il a assisté, la réelle arrestation de son père, qui l'a traumatisé, et puis, quelques jours avant, une arrestation qui n'a pas été effective un jour de foire, où il y avait énormément de monde, mais la foule a réussi à le cacher, lui, son frère aîné, et son père. Et donc, dans ses souvenirs, ces 2 événements, qui sont traumatiques pour lui, ont été complètement mélangés, à son insu. Et, plusieurs décennies après, il a, avec la larme à l'œil, pu, j'allais dire, remettre dans 2 cases différentes ces 2 souvenirs. Mais je vous assure que quand on a un témoin comme ça, devant nous, avec tout le respect qu'on doit à son âge et à la période qu'il a vécue, c'est un moment assez émouvant d'aider effectivement une personne à se dire que, effectivement, le travail mémoriel, de cicatrice, véritablement, qu'il a engendré, lui a fait, entre guillemets, perdre le fil d'événements qu'il a lui-même vécu. Donc vous voyez, si j'ai pris cet exemple-là, c'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. C'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. En clair, on est tous amenés, tous, à reconstruire nos souvenirs, afin qu'ils soient en phase avec nos ressentis, nos valeurs ou nos besoins thérapeutiques. Nous les interprétons, en les transformant profondément. C'est avec un mécanisme très courant des psychiatres que notre mémoire procède. Je ne m'étendrai pas sur ce mécanisme ce soir, puisque ce n'est pas notre propos, mais il faut savoir qu'effectivement, quand on s'intéresse au sujet, il y a des psychiatres qui ont vraiment décortiqué ce mécanisme de reconstruction des souvenirs. On dit souvent, on se rappelle tous d'où on était le 11 septembre 2001. Traumatisme collectif, comme peut-être on n'en vivra plus. Un exemple, tout de suite, de ce traumatisme collectif. Depuis à peu près une quinzaine d'années, je recueille pas mal de témoignages, moi aussi, dans la région de Rados-sur-Glane notamment. J'en ai une quarantaine dans cette région.
on va dire dans un rayon de 20 km, tous les témoignages que j'ai recueillis jusqu'à présent évoquent le massacre de juin 1944, qui a été évoqué tout à l'heure par Joël. Ce drame a généré à l'époque une panique considérable dans le secteur. Tant et si bien que dès que l'alerte était donnée qu'un camion allemand avait été vu sur une route, tout le monde quittait les villages et se réfugiait pendant plusieurs jours dans les bois. On l'a un peu oublié, mais c'est véritablement la panique que vivaient les populations civiles. Ce traumatisme, il a été immense. Tous les témoignages que j'ai recueillis dans 20 km à la ronde autour de Radon-sur-Glane me parlent tous de cet événement. Tous. J'ai noté quelques anecdotes. C'est le grand-père qui est parti à cheval chercher du tabac. Il a fait demi-tour quand il a vu une sentinelle allemande. C'est l'oncle lui-même qui conduisait le tramway, le dernier, celui qui a été arrêté au checkpoint. C'est la petite cousine qui était à l'école. Tous les témoins me parlent de cet événement traumatisant, sans que jamais au préalable, je ne les ai questionnés dessus. Tous ont reconstruit inconsciemment leur histoire personnelle, à différents niveaux, autour de ce traumatisme collectif. Il en est devenu, ce traumatisme, le pivot de leurs souvenirs. Et même la caution de véracité. C'est-à-dire, tout le monde connaît Radon-sur-Glane. Moi, j'ai vécu quelque chose à côté de Radon-sur-Glane. Donc ce que j'ai vécu est vrai. Jusqu'à une anecdote que je veux vous narrer. Ce vieil homme, avec qui je prends le café et que j'interroge, dans le petit hameau de Javerda, une commune limitrophe de Radon-sur-Glane, qui me prie de sortir dans sa cour pour me persuader de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me montre, en sortant dans sa cour, en levant son doigt sur l'horizon, qu'il a vu les flammes sortir de l'église de Radon-sur-Glane, ici, au-dessus de la haie de chêne qu'il y a au fond de son jardin. Il a les larmes aux yeux, ses paroles vibrent, il l'a vu, il veut m'en persuader. Pourtant, Oradour n'est pas l'endroit qu'il montre. Oradour est dans notre dos. Il n'a jamais vu ces flammes-là. Pourtant, aujourd'hui, il en est persuadé. Sa mémoire déformante l'a persuadé de ce qu'il a vu à l'époque. Il n'a pas voulu m'induire en erreur. Son témoignage est sincère, mais porte une erreur qui est liée à la reconstruction de ce traumatisme qu'il a vécu. Dans ce cas, le témoin n'a pas l'intention de berner. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des témoins qui enjolivent la réalité vécue pour magnifier leur rôle pendant la période, et on va voir comment. On va passer donc à un deuxième typologie, donc des raisons. C'est quand on veut, effectivement, dans son témoignage, embellir la réalité ou valoriser ou magnifier son rôle pendant la période. Beaucoup ont comme bien involontaire de vouloir reprendre une place dans la période qu'ils n'ont jamais eue. C'est ce que j'appelle, moi, à mon échelle, vous allez comprendre pourquoi, le complexe du pêcheur. Pourquoi le complexe du pêcheur? À mesure que l'on évoque un événement qui met en valeur le locuteur, donc celui qui le raconte, son témoignage s'arrange un peu avec la réalité pour satisfaire sa propre auto-promotion. À l'image du pêcheur, qui évoque une prise magnifique, dont la longueur en centimètres devient de moins en moins proportionnelle à la réalité, on a effectivement un témoignage qui s'arrange avec le temps pour être de plus en plus démonstratif. Il est rehaussé et donc il s'éloigne de plus en plus de la réalité. Les éléments sont arrangés soit pour magnifier, soit par complaisance. Il en va donc très souvent des récits que l'on a des accrochages. Et Joël tout à l'heure parlait effectivement de cette bataille d'Ambernac avec des récits d'accrochage où on a des centaines et des centaines de soldats. À mon échelle, je vais vous prendre un autre exemple. J'ai un témoin qui a évoqué avec moi souvent sa vie dans le maquis et qu'il fait de manière volontiers. Et il évoque souvent des accrochages, et les premières fois qu'il évoquait ces accrochages avec sa sizaine, c'est-à-dire les 6 bonhommes, les 6 FTP, qui étaient détachés effectivement à une certaine mission, à 3 ans d'intervalle, j'ai noté, à 3 ans, voilà, c'est ça, à 3 ans d'intervalle, le détachement allemand qu'ils avaient dû affronter était passé de
quelques dizaines, à bien plus d'une centaine. Et tout ça sur la même histoire, par la même personne. Sa volonté était bien sûr de vouloir accréditer ce qu'il me racontait. Il l'a pas fait encore une fois pour me raconter les salades, mais il a voulu exagérer l'aspect démonstratif. De la même manière, et là vous allez voir que c'est un petit peu plus vicelard, un homme m'indique avoir participé à la libération de Saint-Julien. Et c'est les deux photos que vous avez à l'écran. Il était membre, effectivement, d'un des régiments Bernard, et il me donne énormément de détails sur la libération de la ville, et sur l'occupation de l'hôtel de ville par les FTP, le 14 juillet 1944. C'est la photo que vous avez donc à gauche, avec le commandant Bernard au milieu, sur les marches de l'hôtel de ville. Il me raconte donc cette prise de Saint-Julien, il me raconte tout un tas de détails, bref, son récit est véridique. Pourtant, je sais par ailleurs qu'à l'époque, le 14 juillet 1944, il est blessé, il a été blessé dans les combats de Blonde depuis le mois de juillet, et il est soigné. Le 14 juillet 1944, dans l'hôpital de campagne FTP, à Blonde, cet hôpital de campagne FTP est commandé à l'époque par le commandant Jérôme, qui est, vous le connaissez peut-être, le docteur Misès, qui a, donc, ce docteur Misès, qui a officié à Brigueuil jusqu'en 1941. Bref. Mon témoin, il n'en sortira de cet hôpital de campagne que la fin du mois de juillet. Donc il n'a pas pu, en fait, participer à la libération de Saint-Julien. Absolument pas. Mais matériellement, dans son récit, il reste convaincant, il est tellement convaincant qu'il s'est auto-persuadé qu'il y avait participé. Puisque, vraisemblablement, ses copains qui, eux, y ont participé, ont dû lui raconter cette opération de manière tellement dispensieuse qu'il y croit, il y a cru, et il est persuadé aujourd'hui d'y avoir participé. Donc vous voyez que là, involontairement, en fait, il a lui-même reconstruit des faux souvenirs. Je suis persuadé qu'il ne veut pas me raconter de salade. Il en est persuadé aujourd'hui. Il a reconstitué, en fait, ce que, encore une fois, les psychiatres appellent des faux souvenirs. Il a été victime, donc, du théâtre de sa mémoire, au gré des oublis, des reconstructions. Et donc, il a carrément rejoué le scénario, donc, d'une certaine réalité. Un deuxième exemple, encore une fois, tiré de l'histoire locale. C'est, en fait, un exemple qui se passe encore à Saint-Julien, le 19 novembre 1943. 3 hommes attendent, à la gare de Saint-Julien, un dénommé Boissou, qui doit arriver de Limoges. Ce dénommé Boissou, c'est un agent français du SD et de la Gestapo à Limoges, qui loge un passe Tivoli. Cet agent français a été, en fait, à l'origine de 2 expéditions punitives dans le maquis de Brigueuil au début du mois de novembre. À sa descente de train, 3 hommes l'attendent et lui demandent de les suivre. Il est amené, donc, ce Boissou, dans les jardins ouvriers en contrebas de la gare de Saint-Julien, et il est abattu sans sommation. Les témoignages, donc, sur cet épisode sont pléthores, faciles. C'est effectivement la mise en état de nuire d'un collaborateur, donc autant vous dire que le récit est assez facile. Oui, mais il y a un problème. C'est que même si on a effectivement des témoignages concordants sur le nombre de personnes qui constituaient le commando, c'est-à-dire 3, et quand on reprend les témoignages disponibles sur cette opération, on s'aperçoit qu'au moins 10 personnes se revendiquent appartenant aux 3. Donc ça veut dire que, même si, encore une fois, on peut être a priori véridique sur un récit, il n'empêche que se pose quand même le problème de l'appropriation. Donc, il est difficile de dire si, effectivement, là, dans ces témoignages, il y a eu reconstruction ou mystification, si on a été quelque part victime de sa mémoire et de la reconstruction, ou si on a voulu raconter des cracks, pour parler clair. Enfin, dernière clé pour comprendre un petit peu l'espace que prend le témoignage dans l'histoire de l'écriture de la Seconde Guerre mondiale, et puis celui qui devra prendre maintenant que l'histoire va commencer, maintenant que les témoins directs vont disparaître, c'est parce que toutes les périodes sont habitées, même les périodes de guerre, par des bonimenteurs. Et vous avez, en période de paix comme en période de guerre, des hommes, des femmes, qui vont vous raconter n'importe quoi. Donc les hommes qui sont dotés d'une mémoire exceptionnelle, ou d'un sens de l'objectivité, eux sont relativement peu nombreux, quelle que soit la période. Par contre, les assimilateurs
sont beaucoup plus nombreux, hein, et il suffit de puiser dans nos connaissances mutuelles pour s'apercevoir que les proportions, effectivement, est en leur faveur. On a des malhonnêtes, des menteurs, qui ont aussi vécu cette période, comme dans le reste de la société contemporaine. Donc certaines personnes que nous interrogeons, de manière complètement délibérée, de manière éhontée, nous racontent des monuments. Je vais essayer de vous en donner quelques exemples. Il y en a pléthore, hein, mais je vais essayer de vous en donner peut-être 3 types très rapidement. Un qui est tiré des entretiens, un deuxième qui met en cause, et vous le verrez, un résistant à l'échelle nationale, et un troisième qui est tiré de l'histoire locale, qui est peut-être un petit peu moins connu. En 2016, j'ai la chance de retrouver en fait un homme de 90 ans qui a participé à la mise en place du maquis puis Mérigou chez moi. Je dis chez moi parce que c'est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où j'habite. Cet homme-là, il accepte de témoigner. Il est un homme arrivé dans notre secteur qui fuit le STO et qui est accueilli par une famille de la noblesse locale, et il joue le rôle de précepteur, dans la langue fourchée, c'est un lapsus malheureux, de précepteur dans une famille de la noblesse locale. Il fait l'instit, quoi, à la maison, et il est caché comme ça pendant plusieurs mois. Et puis, il est sympathisant communiste. Donc, quand un maquis communiste s'installe à proximité, il quitte la famille et il rentre dans le maquis communiste. Cette personne-là a un destin assez particulier, puisqu'il libère Limoges. En libérant Limoges, il devient un proche de Georges Guingouin, et il est dans sa garde rapprochée quand Guingouin devient maire de Limoges. Donc vous voyez que cette personne-là a de quoi raconter. Cette personne entre dans une unité combattante incontrôlée et devient un proche de Georges Guingouin qui quittera au début des années 50. Mais je passe. Donc il me raconte tout un tas de détails sur l'organisation du maquis, le contexte politique, les liens entre les unités combattantes, bref, énormément de précision parce qu'il a pris des notes après-guerre, donc il est un témoin précieux. Mais je connais aussi un petit peu la période, et quand on discute de mai à août 1944, je m'aperçois que son témoignage, même s'il est très très riche, il évacue une période qui, moi, m'intéresse. C'est la période pendant laquelle ce maquis a épuré, a assassiné au moins 2 personnes, sans lien direct avec le conflit. En clair, ce maquis, pour parler clair, a flingué 2 personnes pour des motifs personnels qui n'ont rien à voir avec le conflit. Et donc, je l'amène progressivement à me parler de cette période-là. Et donc, la première fois, il a eu la question. La deuxième fois, c'est un peu plus compliqué. Et puis, comme je suis un petit peu pugnace, j'y reviens. Et la troisième fois, en toute bonne foi, j'allais dire, il invente un épisode rocambolesque de la vie du maquis qui lui permet de s'extraire de ses responsabilités, des responsabilités qu'il a eues en tant que membre du groupe dans ces 2 assassinats. En clair, il me raconte des âneries pour se soustraire à sa responsabilité. Donc vous voyez, même quand une partie du témoignage peut être véridique, on a de toute façon le besoin d'être critique jusqu'au bout sur tout ce qui nous est dit. Le deuxième, alors vous allez voir, on s'attaque presque à un monument, c'est Henri Freinet, qui en 1975 publie Volontaires de la nuit. Volontaires de la nuit, c'est la compilation de différents témoignages de résistants, de héros. Dans cet ouvrage, il y a Jean Barateau, au Viennois, Saint-Junien à l'époque. Jean Barateau, témoin, dans l'ouvrage de Freinet. Le problème, c'est que même quand on s'appelle Freinet, il faut vérifier ce qu'on publie. Et Jean Barateau a mystifié son histoire. Autant vous dire que dans les années 75 et 76, ça a vraiment rué dans les brancards autour de Saint-Junien, puisqu'il a inventé son histoire. D'ailleurs, cette histoire qu'il a inventée, vous pouvez la voir sur les cartes du département de la Charente, très officielles, éditées par notre ami Pasco, où le maquis de Brigueuil s'appelle le maquis Barateau. Alors que, quand le maquis de Brigueuil était en forêt de Brigueuil, Barateau était en forêt de Tronchet. Voilà, chantier de jeunesse. Merci de la position. Donc voilà, donc, fallacieux, a été publié par Freinet, qui est quand même une haute figure de la résistance française.
Alors je pose juste une toute petite question, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce personnage de Freinet. Est-ce que Freinet a publié ce témoignage parce que, ben voilà, il n'a pas jugé bon de vérifier ses sources? Ou est-ce qu'il l'a utilisé, ce témoignage, comme il a utilisé d'autres âneries pour discréditer ou pour régler des comptes avec des personnes, effectivement, qu'il a bien connues pendant cette période, dont notamment Jean Moulin? Le mensonge, pour certaines personnes, est parfois plus utile à la démonstration historique que la vérité. Plus localement, rapidement, Marie Lindell, alias Marie-Claire Wolfeck. Cette femme avait construit véritablement une filière pour exfiltrer les aviateurs britanniques qui étaient tombés chez nous. Cette femme, elle est résistante, elle est déportée à Ravensbrück, et elle a donné à de multiples reprises des témoignages qui ont contribué à construire une véritable légende autour de sa personne. Un film a même été tourné en 1991 pour illustrer véritablement l'histoire de cette femme. Récemment, une enquête très documentée, basée sur la consultation d'archives françaises et allemandes, a révélé la supercherie. L'histoire de Marie-Claire est aussi fausse que narcissique. Son destin est vrai, elle est résistante, elle est déportée, mais sa place dans l'histoire, elle l'a construite de toutes pièces. Elle s'est installée à des niveaux de responsabilité qu'elle n'avait absolument pas. Et donc elle a maquillé la réalité pour se donner un rôle qu'elle n'avait pas. Donc l'objectivité manque toujours lorsque le témoin, comme Marie Lindell, endosse le costume de l'historien dans sa propre histoire. Celui qui recueille le témoignage à des fins scientifiques ne peut pas se poser en hagiographe. Cette réflexion a été menée par de nombreux acteurs de la période, par de nombreux témoins qui se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait avoir d'énormes précautions, même quand on racontait sa propre histoire. C'est quelque chose de relativement important. C'est un travail d'introspection qui est nécessaire et qui n'est pas suffisant pour assumer cette tâche qui est de passer un témoignage. Mais alors, rapidement, comment l'historien, lui, doit utiliser les entretiens qu'il mène? Puisque, on l'a vu, les souvenirs se reconstruisent a posteriori, au gré de ce qu'on engrange comme connaissance. Donc c'est très compliqué, effectivement, pour l'historien, de pouvoir se dire qu'un témoignage va pouvoir lui apporter des éléments d'explication d'une période. En clair, la méthode avec laquelle l'historien interroge son témoin, elle est primordiale, pour tirer profit, en fait, du témoignage au maximum. Les témoignages peuvent apporter de la sensibilité, comme je disais tout à l'heure, à un récit historique. Mais il ne doit pas être proposé sans des clés de lecture, sans un contexte et sans une mise à distance. Il suffira donc de lire certains passages de l'ouvrage de Joël, qu'il y a sur la table, Les Confolentés dans la Seconde Guerre mondiale, paru en 1994, pour en être persuadé. Mais, autant le dire tout de suite, utiliser des témoignages de toute publication, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et il peut générer des contresens historiques graves lorsqu'il est publié sans aucun appareil critique. Il induit tout simplement en erreur le lecteur. Je vais vous prendre un seul exemple. Concernant Maxence Simon, que vous avez à l'écran, premier mort du groupe Birakel, 5 février 1944 à Saint-Marie. Un ouvrage récent, publié en 2016, avait proposé au lecteur le témoignage du châtelain du village de Saint-Marie sur la mort du jeune homme. Je cite: de l'avis unanime des gens du pays, Maxence Simon, le maquisard tué à Saint-Marie, était d'une infime canaille à la solde de la Gestapo. Originaire des Pins, il avait vendu son père qui avait été arrêté. Il semble bien que ce fut lui qui avait préparé l'échauffourée de Saint-Marie. En clair, le témoignage dit, il est responsable de l'échauffourée dans laquelle il a trouvé la mort, et c'est un collabo qui travaillait pour la Gestapo. Vous voyez, témoignage nuancé. Livré de cette façon, le témoignage sème le doute dans l'esprit du lecteur, et surtout sur la personne de Maxence Simon. La publication de ce témoignage a indiqué une grande partie de la commune de Saint-Marie. Je vous rappelle que Maxence Simon a une stèle à la sortie de Saint-Marie en direction de Chasseneuil. Pourtant, une analyse historique de cette période aurait pu donner au lecteur des choses relativement simples, la position du locuteur, c'est-à-dire celui qui avait produit ce témoignage, ses intentions, son comportement pendant la période, et surtout, aurait pu apporter la contradiction à ce témoignage, qui était erroné, et vous l'avez compris, fielleux.
Aucun des travaux d'historien n'est cité par l'auteur de l'ouvrage, c'est-à-dire celui qui a recueilli le témoignage et celui qui nous l'offre à la lecture. Aucun. Il y a donc eu besoin d'intervenir, et là c'est sur la demande de la mairesse de Saint-Marie, Elisabeth Guimard, pour produire un démenti historique à cette histoire. Vous imaginez, je vais parler vulgairement, une connerie balancée dans un ouvrage, et tout un travail historique pour décortiquer ce qui n'est pas un argumentaire, et pour remettre l'église au milieu du village, si je puis dire. Ce démenti a été publié dans tous les foyers de la commune, pour éteindre l'incendie. L'incendie, qui est un volet mémoriel. C'était, par la publication de ce témoignage complètement faux, complètement erroné, une manière de jeter du sel sur d'anciennes cicatrices. En clair, pour utiliser donc, cette matière fragile, le témoignage, l'historien, doit avoir une certaine rigueur et surtout une grande prudence. Il prépare ses entretiens, il évalue certains éléments, je vais vous en donner certains rapidement. La place du témoin dans la période, bien sûr. Est-ce que le témoin était acteur ou spectateur? La position sociale qu'il tient, est-ce qu'il a eu véritablement une responsabilité? L'intérêt que porte le témoin à témoigner, quelqu'un qui témoigne parce qu'il est au milieu d'une affaire de justice, ou quelqu'un qui témoigne parce qu'il veut laisser une trace à ses petits-enfants, n'a pas la même position. La connaissance de la période, décrite par le témoin, si le témoin a beaucoup travaillé sur la période, ou si son témoignage est tout neuf, de travaux. Ça, ce sont 4 points qui sont vraiment très très importants pour celui qui recueille les témoignages. Et puis ensuite, il y a la manière de conduire l'entretien. Elle revêt cette manière une grande importance dans la sincérité des propos qui sont recueillis. Il y a plusieurs éléments qui sont déterminants. J'en prendrai que 4 ou 5 très très rapides, pour vous faire comprendre qu'effectivement, la manière dont on se pose devant le témoin est aussi génératrice d'une certaine sincérité du témoignage. C'est la position de confiance. Déjà, il faut qu'il y ait une position de confiance entre le témoin et l'historien. Deuxièmement, il faut que l'historien soit relativement neutre. Il est là, il veut comprendre, et comme l'a dit Joël tout à l'heure, en aucun cas, il ne peut se poser en juge. Ensuite, il y a la forme des questions. Les questions, elles sont ouvertes ou elles sont fermées. Ah, vous l'avez vécu, ce massacre d'Oratoire, hein. C'était vraiment dégueulasse. Vous voyez que là, je vais influencer le témoin dans sa réponse. La présence des personnes lors du témoin. S'il y a un tiers à côté du témoin, un membre de la famille, on sait très bien que les réponses ne seront pas les mêmes que si on est seul à recueillir le témoignage. Il y a la complaisance envers la personne interviewée. Aujourd'hui, qui peut dire, dans les intervieweurs notamment des époux au braque, c'est très bien qu'aujourd'hui, nous les historiens, il y a à peu près 40% des témoignages des hauts braques. Vous voyez que je m'attaque à une légende qui est sujette à caution, on va dire. Il n'y a pas un historien qui a fermé son cahier, qui est parti en disant non, attendez, monsieur Raymond, là vous me racontez des cracks. C'est la complaisance qu'on peut avoir face à un témoin. Et enfin, c'est la prise de notes ou le fait d'enregistrer les propos. Vous voyez que si vous êtes avec quelqu'un en face de vous qui prend note lors d'une discussion, c'est pas la même chose que s'il y a un dictaphone posé sur la table. On n'a pas la même crainte, en fait, d'aborder certains sujets. Donc ça, c'est très important. Et c'est en jaugeant donc l'ensemble de ces critères qui sont liés aussi bien à la personne qu'à l'intervieweur que l'historien donne du crédit aux éléments qu'il a recueillis. Sans cette analyse critique, il ne peut pas intégrer ces témoignages dans sa recherche d'objectivité, puisque c'est bien ça. Le témoignage, vous l'avez compris, ne peut plus être la seule sentence tant il est imparfait et partial. Il reste l'émanation d'une subjectivité toute personnelle face à des événements vécus. Alors, dernière petite partie, simplement pour ouvrir la discussion, je vais vous montrer comment la vérité historique, comme toute connaissance scientifique, reste une construction collective et progressive. L'ouverture récente des archives de la Seconde Guerre mondiale, depuis le décret de décembre 2015, nous permet d'avoir une autre vision de cette période. L'historien, il met à distance et il contextualise. Il prend du recul et il essaie de comprendre l'intégralité de la période. Il ne peut pas se contenter de la publication de mémoires, de souvenirs. La mémoire reste forcément partielle et partiale.
Il doit utiliser donc les apports des travaux historiques des autres chercheurs et apporter objectivement de nouveaux documents qui permettent de les compléter, de nuancer ou même d'infirmer certaines hypothèses qui ont été posées a priori par d'autres historiens en l'état actuel de leurs propres connaissances. Donc c'est bien la confrontation en fait objective entre les différentes interprétations qui nourrit l'histoire. Et c'est ce que recherche l'historien. Pour conclure mon propos, donc, je vais vous présenter un instrument d'analyse critique des témoignages et des publications plus largement sur la période que vous aurez l'occasion de lire, parce que je suis sûr que vous êtes tous et toutes des passionnés de cette période 40-44. Cet outil, je l'ai pompeusement appelé l'échelle de validité des informations contenues dans les travaux historiques. Donc échelle de validité, vous allez voir, elle est relativement simple à utiliser. Vous avez deux échelles, deux échelles qui sont verticales, on va du bleu vers le rouge. Le bleu nous pose en fait aucune valeur au document que l'on lit, le rouge donne une plus forte valeur du document que l'on lit. Dans la colonne de droite, vous partez des croyances populaires, des rumeurs, pour aller jusqu'au consensus historique, ce que cherche l'historien. Et j'ai essayé de vous montrer comment en fait cette quête de consensus historique, elle est graduelle. On ne peut pas passer de tout à rien, ou de rien à tout. C'est graduel. Et j'ai pris à gauche donc des petits exemples de ce qu'on entend, de ce qu'on peut écrire, qui montrent à quel niveau on est. Premier niveau, j'ai entendu dire que Jules avait dit. Alors là, autant vous dire, on ne contrôle rien là-dedans, on est au niveau des croyances populaires et des rumeurs. En clair, pour l'historien, ça vaut pas grand-chose. Ensuite, on se rapproche un peu de Jules. Le cousin de la tante à Jules m'a dit. Vous voyez, c'est son cousin, on le sait. Et on sait que c'est sa tante. Donc là, on est dans des paroles rapportées, pour pas critiquer, mais on se rapproche un tout petit peu, peut-être, d'une forte valeur du document qui est proposé. Attention, là on est quasiment au niveau, on commence à rentrer dans la valeur, une forte valeur relative. Jules, qui a vécu la période, m'a dit. Alors là, vous voyez, la caution de vérité. Je l'ai vécu, donc je sais. Là, les paroles sont recueillies, si la position du locuteur est connue, si l'entretien a été dirigé par l'auteur, il y a quand même ici une certaine caution à donner. Mais vous voyez qu'il faut des précautions, c'est la colonne de droite. Ensuite, on monte, là, dans la valeur, effectivement, on est du côté rouge. Un passionné d'histoire écrit que. Alors là, il y a une valeur subjective, il y a une méthode qui a été employée, mais qui est souvent aléatoire, puisque la personne n'est pas historienne, une passionnée d'histoire, et les sources sont souvent pas révélées au lecteur. Elles manquent. Donc ces sources non révélées au lecteur. Il y a une petite coquille. Donc là, en fait, vous voyez que passionné d'histoire. C'est comme si on entendait Zidane sur la broderie, parce qu'il est passionné de broderie. Comme c'est Zidane, il a une caution, il peut nous parler de quelque chose. Sauf que, en broderie, même s'il est passionné de broderie, peut-être qu'effectivement, la caution à donner à son exposé ne sera pas aussi forte que quelqu'un qui la pratique depuis longtemps. Ensuite, là, on arrive dans les deux étages où effectivement, on commence à avoir une caution, mais attention, on n'est pas non plus au plafond. Un historien reconnu sur le sujet écrit que. Alors ça vaut, ce que vous entendez tous les jours à la télé. Une étude scientifique a dit que, donc, voilà. Ça, autant vous dire que ça vaut pas grand-chose à partir du moment où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été validé par ses pairs. Puisque l'historien reconnu sur le sujet écrit que, moi personnellement, pendant 2 ans, j'ai interprété des événements sur lesquels j'avais travaillé, et pour parler vulgairement une deuxième fois, j'ai écrit des conneries pendant 2 ans. Je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, effectivement, d'autres travaux sont venus commencer, et puis mon interprétation était fausse, complètement fausse, parce que j'avais écarté tout ce qui ne me plaisait pas, et j'avais gardé tout ce qui était dans mon sens. Donc voilà, un historien, c'est comme un scientifique. Il faut attendre la validité des autres pour que ça vaille quelque chose. Et donc, vous avez le dernier étage, l'ensemble des historiens reconnus sur le sujet ont écrit que. Et là, on peut parler de consensus historique. On peut parler de valeur historique. On a établi une chronologie, des événements, et ce que j'appelle une échelle de causalité. On a lié ces événements et on comprend pourquoi. Vous voyez que, avant d'arriver là-haut, souvent,
il y a des coups de tamis à poser. Pour conclure brièvement, parce que moi c'est pareil, hein, j'ai mangé assez largement le temps qui m'était imparti, simplement vous dire que l'analyse historique, elle est basée sur la bibliographie, la rigueur méthodologique, la mise à distance, et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'humilité. Parce que même si on travaille sur une période depuis des années, on n'est pas à la veille de dire une connerie. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et ça, ces qualités sont à l'historien ce que le témoignage sacralisé est au romancier du passé ou au charlatan. Publier des témoignages, ça reste une activité respectable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle donne à voir un point de vue personnel sur des événements, mais ce n'est pas contribuer à écrire l'histoire de la période. C'est deux choses différentes. Cette période, elle est caractérisée par l'émergence de la résistance à l'occupant dans une société qui était docile. Ça, Joël l'a rappelé. L'histoire, elle s'écrit aujourd'hui, du fait de l'ouverture des archives, depuis le décret dont je vous ai parlé tout à l'heure, décembre 2015. Depuis aussi que les historiens se mettent à distance plus facilement. Et depuis aussi que le mythe de la résistance, comme une valeur fondamentale de notre société, est un peu en décrépitude. Il y a une mystification, hein, la résistance unie, qui pendant plusieurs décennies a imposé, on va dire, une vision un petit peu binaire aux historiens, ont travaillé sur les bons résistants et sur les mauvais collabos. Aujourd'hui, on sait très bien que dans cette période, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué. Nous, historiens, on est en quête de vérité objective. On ne doit plus écrire à l'ombre des témoins de la période, mais à distance, sans passion exacerbée, mais sans tomber non plus dans la quête du sensationnel ou dans l'irréalisme. Merci de votre attention.